Salut mes chers élèves de la deuxième année collégiale. Pour vous aider à mieux comprendre des concepts en relation avec la géodynamique interne, je vous propose cette série d'exercices en relation avec les deux premiers chapitres, la tectonique des plaques et les séismes. Donc on commence cette série. La première question en relation avec la restitution des connaissances. Je lis la consigne, mettre la lettre de chaque terme devant sa définition correspondante. Donc, ici, je vous donne 6 termes. A, la plongée, B, dérive des continents, C, plaque, D, subduction, E, dorsale médio-océanique, F, mésosaure. Je vous donne dans le tableau des définitions. On vous demande de mettre la lettre de chaque mot devant sa définition correspondante. Donc, je commence par la première définition, surface rigide, stable, entourée par des activités géologiques. Donc, on a déjà parlé de ça dans le cours, la surface rigide qui est stable, qui est entourée par des activités géologiques telles que les séismes, les volcans, la formation des chaînes de montagnes, etc. C'est ce qu'on appelle la plaque tectonique ou plaque lithosphérique. Donc, c'est la deuxième définition, zone d'éloignement des plaques. On a déjà parlé qu'il y a deux zones. Zone d'éloignement, on appelle aussi la zone de divergence, c'est la dorsale médio-océanique. Et la zone de convergence, c'est la zone de subduction. Donc, dans ce cas, zone d'éloignement des plaques, il s'agit de la DMO ou la dorsale médio-océanique. La troisième phrase, fossile utilisée dans l'argument paléontologique. On a parlé de deux fossiles, l'animal, le mysosaure, qui est un reptile mauvais nageur. Aussi, on a parlé de la fougère comme une plante terrestre, comme fossile utilisé pour l'argument paléontologique. La théorie fondée par Wegener en 1912, donc c'est la théorie de la dérive des continents. Zone de rapprochement des plaques. On a déjà dit que le rapprochement, il se fait au niveau d'une zone appelée la zone de subduction ou la zone de convergence. Le supercontinent formé par l'association des continents il y a 250 millions d'années, c'est ce qu'on appelle le supercontinent de Wegener, c'est la Pangée. Donc pour les réponses, je vous donne. Donc la réponse c'est C, E, F, B, D, A. On passe à la deuxième question, toujours en relation, et cette fois-ci avec le deuxième chapitre sur les séismes. On vous demande de mettre soit V, soit F, vrai ou faux, donc on vous donne des propositions que vous voyez ici. Je commence par la première proposition. L'échelle MSK est formée de 12 degrés. C'est vrai parce qu'on a parlé de deux échelles, MSK et Richter. Richter 9 degrés et MSK 12 degrés. L'intensité sismique augmente en se rapprochant de l'épicentre. Vous savez que l'épicentre, c'est le point à plus grande intensité sismique qui se trouve à la surface. C'est là où on peut enregistrer la plus grande magnitude ou la plus grande intensité sismique en général. Donc en s'éloignant de l'épicentre, l'intensité va diminuer. Si on vous dit l'intensité sismique augmente en se rapprochant de l'épicentre, oui c'est vrai. C'est-à-dire lorsqu'on se rapproche de l'épicentre, il y a une augmentation de l'intensité. Lorsqu'on s'éloigne, cette intensité va diminuer. Les ondes S traversent les milieux solides. On a parlé de trois types d'ondes sismiques. Les ondes P primaires, S secondaires, L longues. On a parlé des caractéristiques de chaque onde, sachant que les ondes P traversent tous les milieux solides liquides. Par contre, les ondes S ne peuvent pas traverser les milieux qui sont liquides. Et vous voyez ici, les ondes S traversent les milieux solides, oui c'est vrai. L'onde P est la plus rapide des ondes sismiques, bien sûr, parce que c'est la plus rapide, qui a la plus grande vitesse, la première qui est enregistrée sur un sismographe. Le foyer sismique se trouve à la surface. Non, le foyer sismique se trouve en profondeur qu'on voyait dans ce schéma. Donc ici c'est l'épicentre.
Les ondes P sont responsables des dégâts? Non, ce sont les ondes L qui se déplacent à la surface et responsables des dégâts. Par contre, les ondes P se déplacent vers la profondeur. Deuxième question, on vous demande de légender ce bloc, ce schéma, on vous donne les noms. Vous voyez la faille, le foyer antisismique, épicentre. Donc pour la faille, c'est la cassure de le foyer c'est le point de départ des ondes sismiques, c'est l'origine des séismes qui se trouvent en profondeur. Les ondes sismiques sont des ondes qui sont propagées à partir du foyer vers toutes les directions. 4, l'épicentre, c'est le point qui se trouve à la surface et qui enregistre la plus grande intensité. Donc je vous propose maintenant la réponse. Vous voyez la réponse. On passe vers des exercices. Donc, on va essayer de lire l'énoncé de l'exercice. Le document ci-après présente une carte de répartition de quelques plaques tectoniques à la surface du globe terrestre. Et dans le document, vous demande la première question colorée en bleu sur la carte la plaque tectonique océanique. Vous savez qu'on a deux types de plaques, des plaques océano-continentales qui sont formées d'une partie continentale, d'une autre partie qui est océanique, et il y a uniquement des plaques qui sont formées de l'océan, par exemple la plaque Pacifique et Nazca par exemple, et les autres plaques qu'on voit ici sont des plaques qui sont océano-continentales. Donc en bleu sur la carte la plaque tectonique océanique, on va prendre l'exemple de Nazca ou la plaque du Pacifique. Nommer cette plaque lithosphérique océanique. Donc si vous essayez de colorer cette place, c'est Nazca, si c'est la plaque du Pacifique. Identifier deux plaques tectoniques conjointes, c'est-à-dire qui sont liées par des limites conjointes divergentes et colorer les envers sur la carte. Divergente, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent. On va prendre l'exemple de la plaque d'Amérique du Sud et la plaque africaine. Vous voyez, sont des plaques qui s'éloignent donc de divergence. Déterminer deux plaques tectoniques conjointes convergentes et colorez-les en rouge. Donc vous allez chercher la convergence, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent. On va prendre par exemple la plaque, l'Amérique du Sud avec Nazca. On peut prendre d'autres exemples. Par exemple ici le Pacifique avec l'Australie, etc. Donc vous avez plusieurs exemples. Identifier la plaque tectonique manquante dans la carte du document. Vous voyez ici, dans cette partie, on n'a pas mis la plaque. Il s'agit donc de la plaque nord-américaine ou la plaque de l'Amérique du Nord. Au moyen de quelle technique mesure-t-on dans nos jours le déplacement relatif des plaques lithosphériques? Vous savez que après la théorie de Wegener, qui a été rejetée, il y a l'apparition d'une deuxième théorie de la tectonique des plaques. On a utilisé des nouvelles technologies. On a utilisé le GPS pour calculer le mouvement des plaques. Et cette vitesse est estimée à quelques centimètres par an. Par exemple, à ce niveau de la dorsale médio-océanique, au niveau de l'Atlantique, est estimé à 4,1 cm par an. Peut arriver dans quelques zones à 18 cm par an, c'est-à-dire soit une augmentation, soit une diminution. Les réponses qu'on voit ici, donc, nommer cette plaque lithosphérique océanique, on a pris l'exemple du Nazca. Identifier deux plaques tectoniques conjointes divergentes, colorer la plaque africaine et la plaque de l'Amérique du Sud. Déterminer deux plaques tectoniques conjointes convergentes et colorez-les en rouge, la plaque australo-indienne et la plaque du Pacifique. Identifier la plaque tectonique manquante dans la carte du document, donc c'est la plaque nord-américaine. Moins de quelle technique mesure-t-on dans nos jours le déplacement? On a dit que c'est la technique du GPS.
Un autre exercice, donc ici le document présente des arguments de la dérive des continents. La première question, déterminer des arguments présentés par ce document. Donc vous voyez, ce document il présente deux arguments. Vous voyez, ici on parle en noir dans la légende des roches qui sont datées jusqu'à 1000 millions d'années, c'est-à-dire 1 milliard d'années. Et il s'agit donc de ce que vous avez étudié en cours, c'est l'argument géologique ou pétrographique. Deuxième argument, c'est la ressemblance, la complémentarité géométrique entre les côtes de ces deux continents. Donc il s'agit de l'argument morphologique. Donc ici, on a deux arguments, l'argument morphologique et l'argument pétrographique ou géologique. Expliquer pourquoi on a choisi les roches, c'est-à-dire datées, elles sont plutôt à 1000 millions d'années, c'est-à-dire 1 milliard. Donc, il a essayé de choisir l'âge des roches qui dépasse 250 millions d'années, c'est-à-dire la date estimée au début de la dérive des continents. C'est pour ça qu'il doit choisir une date qui est supérieure à 250 millions d'années pour prouver sa théorie. Oui, donc les réponses, deux arguments morphologiques et l'argument géologique ou pétrographique. Les roches datées à 1 milliard 1000 millions d'années, une date qui dépasse 250, le début de la dérive des continents. Un autre exercice, donc le document montre une zone active, la zone X. Vous voyez ici une zone X. On vous demande de donner le nom de cette zone. Vous voyez ici, il y a les flèches qui indiquent le déplacement des deux plaques, la plaque africaine et la plaque de l'Amérique du Sud. Donc c'est une zone de divergence. Il s'agit donc de la dorsale médio-océanique. Comparez l'âge du basalte B1 B2. Donc vous voyez B1 se trouve juste près de la dorsale. B4 et il est éloigné. Donc en fonction de l'âge, on sait que l'âge, lorsqu'on se rapproche de la dorsale médio-océanique, l'âge diminue, c'est-à-dire que B1 est plus récente que B4. B1 plus récente que B4, c'est-à-dire que B4 elle est plus ancienne, c'est la première qui s'est formée à ce niveau. Il y a un déplacement qu'on voyait, dont les deux sont ce qui aboutit à l'élargissement du fond océanique, ce qu'on appelle l'expansion océanique. Comparez l'âge du basalte B2 et B4, donc B2 à ce côté, B4, vous voyez dans l'ordre, ils ont même âge. Déterminer la nature des plaques P1 P2, donc la plaque africaine et la plaque de l'Amérique du Sud sont deux plaques océano-continentales. Expliquer l'expansion de l'océan dans cette zone, puisqu'on a la sortie progressive des roches volcaniques, le basalte dans ce cas. À chaque fois, il y a la sortie d'une partie du basalte qui essaye de pousser l'autre partie. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à l'expansion des océans au niveau de la DMO. Un autre exercice. Donc ici, vous avez un document qui présente des flèches et des numéros. Décrire les mouvements qui affectent les plaques lithosphériques en deux. Donc vous voyez la zone 2, c'est une zone d'écartement, d'éloignement, on appelle aussi de divergence. C'est ce qu'on appelle la DMO, la dorsale médio-océanique. Considérons le sens des flèches liées au phénomène 2. Déduire la conséquence du mouvement des plaques lithosphériques sur la taille de l'océan. Vous savez qu'à ce niveau, comme j'ai déjà expliqué dans le premier exercice, il y a l'expansion des océans parce qu'il y a une divergence, c'est la sortie des roches volcaniques, le basalte à ce niveau. Donc il y a un déplacement des plaques dans des sens opposés, ce qui prouve une expansion du fond océanique. Décrit le comportement des plaques lithosphériques en 1. Donc en 1, vous voyez qu'il y a l'enfoncement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, parce qu'on a dit que la lithosphère océanique elle est plus dense, plus lourde, c'est pour ça qu'il s'enfonce en bas.
sous la lithosphère continentale, au niveau de ce qu'on appelle la fosse océanique. C'est la zone de subduction. Quatrièmement, considérons le sens des flèches liées au phénomène 1 depuis déduit la conséquence du mouvement des plaques lithosphériques sur la taille de l'océan. Donc à ce niveau, vous voyez qu'il y a une disparition de l'océan. Par contre, à ce niveau, il y a l'expansion. Les effets de ces deux phénomènes sur la taille de l'océan sont-ils les mêmes? Non, ici, il aboutit à l'expansion. Par contre, dans la zone de subduction, il y a l'enfoncement et la disparition de la lithosphère océanique, ce qui montre la disparition de l'océan à ce niveau, au niveau de la zone de subduction. Je propose les réponses. Oui, donc, réponse proposée. Donc, les réponses doivent être résumées, simples, pas écrire assez de phrases. Notre exercice, l'histoire de l'emplacement du continent indien. Les scientifiques ont pu retracer le déplacement de l'Inde depuis 75 millions d'années. Le document représente l'emplacement du continent indien avant 71 MA millions d'années, avant 38 millions d'années aujourd'hui. Vous avez la position de l'Inde à moins 71 millions d'années, ensuite à moins 30 millions d'années et la position actuelle. Précisez le sens du déplacement de l'Inde avec le temps. Donc vous voyez qu'il y a un déplacement dans ce sens, c'est-à-dire du sud-ouest vers le nord-est, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre l'Asie et l'Inde. Montrer que l'Inde n'appartient pas à la plaque eurasiatique. On sait que puisqu'il y a un rapprochement entre les deux continents, l'Inde et l'Asie, donc ces deux continents, ils sont situés dans deux plaques qui sont différentes parce que les deux points qui sont situés sur la même plaque ne peuvent pas se rapprocher. C'est pour ça que l'Inde, il se trouve sur une plaque, par contre l'Asie sur une autre plaque, c'est la plaque eurasiatique. Par contre l'Inde, c'est une autre plaque. Donc les deux plaques se rapprochent en fonction du temps. Le document 2 représente la variation de la vitesse de déplacement de l'Inde en fonction du temps. Donc vous voyez ici, en fonction du temps, c'est en millions d'années. Sur l'axe des Y, la vitesse en centimètres par an. On vous demande de préciser la vitesse de déplacement de l'Inde il y a 65 millions d'années, 40 millions d'années, 10 millions d'années. Donc on va extraire ces informations, ces valeurs à partir du graphique. On va faire des projections, par exemple 65 millions d'années. Sur au milieu ici, je projette jusqu'à ce point et puis je projette sur l'axe des vitesses, je vais trouver 12 cm par an. 40 millions d'années, projection dans ce centre, partir de point d'abscisse moins 40 jusqu'à la courbe et puis je projette sur l'axe des Y, je trouve 6 cm par an pour 10 millions d'années. Ici, je projette première projection jusqu'à la courbe et deuxième projection sur l'axe des Y, je trouve 4 cm par an. Que constatez-vous? Donc, je constate que la vitesse de déplacement de l'Inde en fonction du temps, elle diminue. Donc, vous voyez ici, elle est presque stable à partir de, disons, moins 20 millions d'années. Proposer une explication à la diminution de la vitesse de déplacement de l'Inde aujourd'hui. Donc ici, vous voyez qu'il y a un déplacement moins 71, c'est-à-dire presque dans ce point, il y a une augmentation puis une diminution. Donc l'hypothèse, c'est lorsqu'il y a confrontation des deux continents, l'Asie et l'Inde, la vitesse va diminuer parce qu'il y a un frottement, c'est-à-dire deux forces opposées qui vont bloquer la vitesse de déplacement de l'Inde. La réponse que vous voyez, préciser le sens de déplacement de l'Inde, j'ai dit du sud-ouest vers le nord et pour se confronter avec l'Asie.
Montrer que l'Inde n'appartient pas car il y a un rapprochement des deux continents, l'Asie et l'Inde. Pour la troisième question, j'ai dit on va extraire des informations à partir du graphique, vous voyez. Et puis la vitesse, c'est diminue en fonction du temps pour l'explication. Le contact entre deux continents fait diminuer la vitesse de déplacement. Un autre exercice, cette fois-ci en relation avec le chapitre sur les séismes. Le document montre l'enregistrement d'un sismographe situé à 1200 km du séisme, produit à 22h10, c'est-à-dire à partir du foyer sismique, déplacement des ondes sismiques au temps égale 22h10. Indiqué sur le schéma les différents types d'ondes sismiques. Vous savez que le sismographe il enregistre 3 types d'ondes sismiques en fonction de leur temps d'arrivée. Les premières ondes qui arrivent, donc ici 22h 13 minutes 20 secondes, c'est-à-dire presque 3 minutes 20 secondes, à partir du foyer. Donc il s'agit des ondes X, sont les ondes P primaires. Les ondes Y qui arrivent en deuxième lieu sont les ondes S, et finalement les ondes L longues qui ont une vitesse faible, Z donc sont les ondes L. Déterminer le temps d'arrivée de TP, c'est-à-dire les ondes P. Donc pour déterminer le temps d'arrivée, c'est-à-dire la durée de déplacement TP, je vais faire le temps d'arrivée moins le temps de départ, 22h13 minutes 20 secondes moins 22h10. Donc si vous faites la différence, vous allez trouver 3 minutes 20 secondes. Je la convertis en secondes, 3 minutes, je multiplie 3 par 60, donc c'est 180 plus 20 secondes, ça va donner 200 secondes. Ça c'est pour calculer la vitesse VP. Donc pour calculer la vitesse VP, donc ici TP est égal à 200 secondes. VP est égal, vous savez que la vitesse est égale à la distance sur le temps, distance en kilomètres, vous la voyez ici, 1200 km, je la divise par le temps estimé à 200 secondes, donc 1200 divisé par 200, ça va donner 6 km par seconde. Calcul l'intensité du séisme sur MSK. Donc à partir du schéma, vous avez que la magnitude elle est estimée à 7, c'est-à-dire sur Richter, et on va transformer cette magnitude, cette intensité sur Richter, on va la transformer en intensité sur MSK selon la relation que vous savez que M est égal à 1 plus 2i sur 3. J'essaie de faire des calculs, il s'agit donc de la résolution de l'équation. Là on connaît ici i, vous allez mettre M égale 1 plus 2i sur 3. Vous remplacez M par la valeur 7 que vous voyez à partir du graphique, et puis vous allez essayer de résoudre l'équation. C'est une équation simple du premier degré, un seul inconnu, i. Vous allez trouver que i est égal à 9. Donc regardez la réponse proposée. Vous voyez ici onde P, onde S, onde L, la magnitude c'est 7. Le temps, j'ai déjà dit, le temps d'arrivée moins le temps de départ. 22h13 minutes 20 secondes qu'on voit ici, moins le temps de départ c'est 22h10, c'est-à-dire 3 minutes 20 secondes. Je la convertis en secondes, 3 fois 60 plus 20, donc ça va donner 200 secondes. Et puis pour la vitesse, V est égal à D, la distance divisé par le temps. Donc c'est 1200 km divisé par 200 secondes, ça va donner 6 km par seconde. Pour le calcul de l'intensité, j'ai dit qu'en utilisant l'équation M est égal à 1 plus 2i sur 3, faites attention, M c'est la magnitude sur Richter, par contre I c'est sur MSK. Donc ici on vous donne la magnitude, on vous demande de chercher MSK. Dans l'équation, je remplace M par la valeur 7, donc 7 est égal à 1 plus 2i sur 3, implique 2i sur 3 est égal à 6, donc 2i est égal à 18, ce qui fait que i est égal à 9 sur MSK. Ensuite, on va passer à notre exercice. Cette fois-ci, il s'agit d'une carte sismique d'un séisme qui a eu lieu en Algérie en 1980, qui a engendré des dégâts énormes, aussi bien humains que matériels. Et puis, la première question, nommer et définir les courbes figurées sur la carte. Donc, vous voyez par exemple cette courbe. 4, ça veut dire que tous les points sur cette courbe.
ils ont même intensité sismique sur MSK 4. La deuxième c'est 5, la troisième 6, etc. Et vous voyez Al-Asnam au centre, c'est un point. À 9, c'est la plus grande intensité, donc c'est là où se situe l'épicentre, Al-Asnam. Par exemple, Alger, il est situé presque sur le point 5, donc c'est l'intensité 5. Et vous voyez, en s'éloignant de l'épicentre, il y a une diminution de l'intensité, c'est-à-dire les dégâts diminuent en s'éloignant de l'épicentre. Et puis vous voyez que ces courbes sont des courbes nommées des isoséistes. Chaque isoséiste, c'est un ensemble de points formés par, c'est-à-dire des points qui ont la même intensité sismique. Précisez le type d'échelle adoptée. Donc pour cette carte sismique, on utilise MSK, parce que vous voyez ici, il y a la SNAM 9 déjà. 9 normalement, s'il s'agit de la magnitude sur Richter, donc c'est le maximum, donc c'est impossible. C'est pour ça que cette carte sismique, elle est établie, fondée sur l'échelle MSK. Préciser le type d'échelle, donc j'ai dit que c'est la MSK. Quelle indication en termes de tectonique dans le placement géographique de séisme? Donc ici, si vous revenez à la carte sismique qui est en relation avec la répartition des plaques, vous allez trouver que l'Algérie, le nord d'Algérie, c'est le nord de la plaque africaine qui est en contact avec la plaque eurasiatique qui sont en convergence, c'est-à-dire en rapprochement. Donc, dans cette partie, jusqu'à Hoceima, par exemple, le Maroc, c'est une zone très active. Pourquoi? Parce que c'est une zone de contact entre deux plaques, la plaque eurasiatique et la plaque africaine. Sachant qu'il y a une relation toujours avec les séismes et la tectonique des plaques. Vous voyez les réponses proposées, les isoséistes. C'est quoi? Donc, nommer et définir. Donc les courbes sont nommées des isoséistes. La définition, c'est un ensemble de points qui ont la même intensité sismique. Le type d'échelle, j'ai dit que c'est MSK, dans ce cas des cartes sismiques. Pourquoi? Parce que la plus grande valeur, c'est 9. Et déjà 9 sur la magnitude, on n'a jamais arrivé à cette intensité parce que c'est une forte intensité. C'est le maximum sur le Richter, équivalent au maximum égal 12 sur MSK. Vous voyez la réponse pour la troisième question. Le séisme est à l'origine de la convergence de la plaque africaine et eurasiatique vers la mer Méditerranée, c'est-à-dire vers le nord. Donc je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah, dans une autre nouvelle vidéo.